Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Fabrique des images, pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Chancel, photographe, qui dans DataZone, à la fois une exposition qui a été présentée aux rencontres photographiques d'Arles et qui est aussi un livre volumineux, copieux et sidérant publié aux éditions Photosynthèse, documente à travers son parcours du Soudan à la Chine quelques sites emblématiques des désastres, on peut le dire, de la civilisation industrielle. Philippe Chancel, bonjour à vous. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, Michel Poivert, qui signe les textes qui accompagnent votre ouvrage DataZone, le décrit ce projet comme le miroir cauchemardesque d'un dépliant touristique et comme une façon de montrer l'effet de seuil à partir duquel des civilisations risquent de disparaître. Ça, ce sont ces mots. Ce serait quoi vos mots à vous pour décrire DataZone ? Mes mots à moi sont un peu différents parce que d'abord ce sont des images, mais s'il faut traduire des images en mots, je dirais que DataZone c'est une sorte d'introspection à travers des zones qui, au fur et à mesure, ont construit mon regard sur une quasi-certitude que le monde dans lequel nous sommes va plutôt mal. Oui, ça c'est un constat qu'on peut partager. Mais qu'est-ce qui relie des zones quand même aussi différentes que les quartiers nord de Marseille, la capitale du Kazakhstan, la Corée du Nord ou le delta du Niger souillé par le pétrole ? C'est un fil qui s'est constitué un peu au fur et à mesure, qui ne répond pas véritablement à des critères, j'allais dire, très objectifs. Mais je pense que la subjectivité, d'une certaine manière, est quelque chose qui est du domaine de la description aujourd'hui. Pour savoir et pour pouvoir décrire les choses, il faut se donner des objectifs. Et en ce qui concerne la photographie documentaire, il s'agit d'aller sur le terrain. Et pour aller sur le terrain, il faut se donner les moyens de le faire des choix qui se sont inscrits dans une sorte de, j'allais dire, une constellation. Donc une constellation, au départ, si on regarde le ciel, elle n'est pas vraiment visible. Il faut réussir à trouver un peu les étoiles qui brillent un peu plus, ou en tout cas les étoiles sur lesquelles notre regard se pose pour finalement dessiner cette constellation. C'est comme ça que c'est construit un peu DataZone, sur des envies, tout simplement, sur des envies, sur des désirs de photographes d'aller voir aussi des lieux, des territoires qui, a priori, sont difficiles d'accès, où il n'existe pas véritablement d'image. Exemple type, la Corée du Nord, et c'est d'ailleurs par là que j'ai commencé. Alors on va voir tout à l'heure certaines de ces images d'étoiles de cette constellation, qui sont souvent des étoiles mortes ou très sombres d'ailleurs, mais quand même ce titre il est un peu énigmatique. Pourquoi ce choix sibyllin DataZone ? C'est une sorte de concept. En fait, durant mon adolescence, j'ai lu un roman de William Burroughs qui est aujourd'hui, qui s'appelle Le Festin nu, mais au tout départ, il s'appelait Interzone. Et Interzone, c'est le souvenir que j'en ai, qui reste inscrit dans ma mémoire. C'est un voyage immobile, mais c'est un voyage, une aventure extraordinaire, jusqu'aux limites des frontières mentales. Et DataZone, c'est un peu ça aussi. C'est une façon d'aller voir dans des lieux a priori difficiles d'accès ou interdits, donc des lieux extrêmes. Et ce parallèle que j'ai fait, DataZone, Interzone, allait bien également dans l'idée de la data, qui est le nouvel ADN du XXIe siècle, ce nouveau carburant qui de plus en plus nous fait agir. Et je ne sais pas s'il nous sert ou s'il nous dessert, mais en tout cas, il nous amène quelque part. Et peut-être pas véritablement dans la direction où on voudrait aller. Toujours dans le texte introductif, Michel Poivert décrit votre esthétique comme un classicisme qui aurait été percuté par les désastres écologiques, économiques, politiques. Pareil, ce serait quoi vos mots pour décrire à vous votre esthétique ? L'esthétique documentaire, c'est propre à une certaine école de la photographie documentaire, qui est celle de l'école américaine, et non des moindres en matière d'école, c'est-à-dire l'école de Walker Evans, l'école de la Farm Security Administration, qui est l'école de Dorothea Lange,
je crois d'ailleurs que vous avez eu l'occasion d'inviter la commissaire. C'est aussi l'école de la... Ça, c'est mes références. Robert Adams aussi, là, le New Topographics. Mon esthétique, elle est classique ou pas, je ne sais pas. Hein. C'est peut-être Michel Poivert qui l'aperçoit de cette manière. En tout cas, elle est, pour ce qui me concerne, enfin, dans ma sincérité de photographe, il ne s'agit pas de coller une esthétique à quelque chose, surtout sur des sujets qui, a priori, ne sont pas très adaptés à ça. Oui, c'est vrai que vous faites quand même des photographies empreintes d'une forme de beauté sur des zones souvent sinistrées. Je me suis aperçu que c'était une mécanique, c'était une façon pour moi de mettre en place une possibilité de traiter de sujets qui, de par leur violence, me heurtaient. Et c'est donc une façon de les appréhender pour les désamorcer dans leur violence, pour leur donner une puissance en matière d'esthétique, donc de perception et de vision vis-à-vis du regardeur. C'est tout ça. C'est vraiment quelque chose de très intuitif. C'est pas quelque chose qui est posé. Vous savez, quand on commence comme photographe documentaire, on est plein d'énergie, plein d'ambition, et on croit que un jeune reporter, j'ai commencé dans le photojournalisme, c'est une sorte de domination du monde qu'on essaye d'avoir dans l'idée qu'on va pouvoir imposer son regard au monde. Et en fait, au fur et à mesure, mon cheminement m'a fait comprendre que c'est tout le contraire qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les choses viennent à vous. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée de prélèvement du réel, de découpage du réel, pour y trouver une représentation. Il y a aussi une formule de vous dans un texte court mais tranchant, hein, qui est dans DataZone. Vous dites c'est l'indicible capturé par la lumière. Oui, ça c'est la maïeutique de l'image en elle-même. Alors c'est peut-être une vision poétique dans un espèce de romantisme noir que je peux avoir également parfois, je me l'avoue, mais c'est l'indicible capturé par la lumière, c'est finalement la chose en plus qui vient et qu'on n'a pas vue, et qui apparaît et qui se révèle à vous. C'est un peu ça la magie et la transcendance peut-être d'une certaine façon d'une idée de photographie documentaire, qui est propre aussi à l'école dont je vous parlais, qui est celle de Walker Evans. Il en parle beaucoup. Alors je vous propose qu'on regarde 5 images de manière totalement arbitraire. La première, on est au Japon en 2011. Oui. Alors déjà, vous avez été à Fukushima. Combien de temps après la catastrophe? Alors, je pars de Fukushima. Quand je dis je pars de Fukushima, c'est que je pars quasiment au pied de la centrale, ou quasiment, c'est-à-dire vraiment à quelques kilomètres. Et je décide non pas de m'attarder dans cette zone vraiment contaminée, 3 mois après, mais d'en faire un point de départ et d'essayer de parvenir à documenter toute cette région du Tohoku, jusqu'aux dernières traces de dévastation. Et c'est vraiment un voyage qui m'a fait penser rétrospectivement au livre La Route. La Route, vraiment une traversée dans un univers post-apocalyptique. C'est une traversée autorisée? C'était une traversée qui n'était pas autorisée, qui s'est faite un peu à l'improviste, où j'ai pu monter très très vite une logistique pour partir avec une voiture, une interprète et un chauffeur. Et nous sommes partis un peu à l'aventure, véritablement à l'aventure. Oui. Et alors sur la composition de cette image en particulier? Cette image m'interpelle encore parce que c'est une image qui est suspendue. Elle n'a pas d'assise au sens où on ne sait pas où on est entre ciel, terre et mer. Il y a quelque chose qui est très confus. Et puis cette façon de balayer la dévastation entre cet effet miroir de cet avant-plan, cette zone complètement massacrée, détruite, comme une disparition d'une urbanité qui n'existe plus. Et au fond, cette forêt qui semble être presque un Éden et en même temps où on ressent aussi les effets de la dévastation, donc en fait la puissance du tsunami, je pense que c'est une image assez saisissante et qui est chargée d'effroi.
et qui montre bien cette idée de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en fait la beauté du désastre. Et quand on est face à une situation comme celle-ci, comme d'autres dans le livre, on se demande vraiment quelle place on doit avoir par rapport au sujet. C'est très compliqué en fait à régler ce genre de conflit intérieur au moment d'une telle prise de vue. Deuxième image, on est à Astana. En quoi, alors ça a changé de nom, mais en quoi la capitale du Kazakhstan, fondée par l'autocrate, vous allez me reprendre sur la prononciation, mais Nursultan Nazarbayev, oui. A-t-elle sa place dans une série consacrée au désastre du monde ? Alors, bon, on parle du désastre. Je pense qu'il faut aussi faire une sorte de un petit feedback sur ce qui sous-tend ce désastre. Aujourd'hui, il faut parler peut-être, et ça va concerner tout à fait Astana, vous allez voir, c'est l'idée que le progrès, la croissance, le développement a peut-être ses limites aujourd'hui. Et la question se pose complètement à Astana, où deux mondes s'affrontent, où deux mondes se sont affrontés entre une ancienne république rattachée au bloc soviétique, qui d'un seul coup prend son indépendance au moment de l'effondrement du bloc soviétique et du communisme, pour foncer droit devant vers le néolibéralisme, l'hypercapitalisme, tel qu'on le voit aussi dans les Émirats, comme on le voit en Chine aujourd'hui, etc., etc. Et là, on a les artefacts même de ce que, en fait, ce nouveau monde qui semble plein de promesses veut nous dire, tout en sachant pas véritablement si les choses vont perdurer, si ce monde tel qu'il semble se dessiner à Astana, donc quelque chose entre Dubaï et la Corée du Nord, disons-le comme ça rapidement, où les plus grands architectes d'ailleurs ont construit des bâtiments, pas celui-ci en l'occurrence, mais Norman Foster par exemple a créé une pyramide de la réconciliation entre les peuples et les religions, parce qu'il y a l'argent du pétrole, parce qu'il y a l'argent et du gaz. On ne sait pas si le monde de demain à Astana sera un monde tourné vers l'Éden ou vers le cauchemar. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu documenter Astana dans cette espèce de froideur et de réel, au sens propre comme au sens figuré, puisque là c'est en hiver, mais j'ai fait aussi d'autres images en été. Les extrêmes existent à Astana, puisque les températures, je crois, les échelles de température entre l'hiver et l'été sont près de 80 degrés. Je crois que dans les steppes de l'Asie centrale, c'est la plus grande amplitude. Voilà. Bon, c'est en même temps un régal en termes visuels. C'est aussi ça que je recherche à travers mes data zones. Troisième image, troisième photographie, sans doute plus familière à un public français. Les quartiers nord de Marseille, on est à la fois dans quelque chose de plus familier et en même temps, ça produit une forme d'étrangeté. Là, en l'occurrence, il s'agit de la cité qui s'appelle La Rouvière, qui est une cité, contrairement à ce qu'on pourrait penser au préalable, qui n'est pas dans les quartiers nord, mais dans les quartiers sud. La Rouvière, en fait, est une très grande cité. Je ne sais plus combien il y a d'appartements, mais qui a été construite au début des années 60, particulièrement pour les réfugiés, enfin tous les pieds noirs qui revenaient en fait d'Algérie et qui débarquaient à Marseille et qui devaient se loger. Et cette cité a été plantée en plein milieu de nulle part, près des Calanques, donc en plein sur la Caillasse et la verdure. Elle impressionne par sa dimension titanesque, par son incongruité vis-à-vis de l'idée de l'habitat. Voilà. Il a fallu chercher vraiment un point d'élévation pour dire ça. Et donc, c'est en montant sur les toits de l'un des bâtiments que j'ai réussi à avoir cette vue où on a vraiment l'impression que le béton a été comme planté dans le roc. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu l'exposition et pas encore acheté le livre, qu'on ne croit pas que vous ne photographiez que des territoires sans hommes. Et en même temps, là, on est en Corée du Nord et on a des humains, mais quasiment mécanisés. Oui, c'est un peu paradoxal. Bon, cette image-là montre quelque chose de très particulier à laquelle j'ai pu assister. C'est le 15 avril 2012.
c'est les cérémonies officielles qui soulignent le centenaire de la naissance du père de la nation, enfin aujourd'hui le grand-père, donc Kim Il-sung, pour ses 100 ans, puisque voilà, donc on est le 15 avril 2012, c'est le 15 avril en Corée du Nord, c'est le jour du soleil. Vous dites un peu les pantins en définitive, enfin les espèces de pantomimes. On a l'impression de chorégraphie très officielle, à la fois très précise. Très précise. C'est les défilés qui ont lieu sur la place Kim Il-sung, donc c'est parfaitement réglé au cordeau. C'est vrai que c'est tellement parfait qu'on se demande si c'est vraiment réel. Là, on a l'image, on n'a pas le son. Le son aussi est particulièrement intense. Ces hommes habillés de noir qui gesticulent avec leurs espèces de presque des plumeaux comme ça de couleur. Crient comme des râles comme ça de condescendance vis-à-vis du leader, puisque en fait il s'adresse à eux, il s'adresse à lui en étant eux en bas et lui en haut dans la tribune, voilà, officiellement. Une dernière image qui est tirée de votre dernière série. On est en Chine en 2018 à Lanzhou. On pourrait presque se demander dans cette série qui est à la fin du livre si votre objectif n'avait pas un défaut, s'il n'y avait pas de la buée. Enfin, on a l'impression que vous avez quasiment laissé une ambiguïté parce que c'est des images floues d'une certaine manière. Enfin, pas floues, mais pâles. C'est des images un peu surexposées. Et alors, je ne donne pas d'effet à mes images. Je ne cherche pas à leur donner un traitement particulier. C'est venu presque naturellement. J'étais un peu dans une espèce de nuit blanche en Chine, en voulant parcourir le début des nouvelles routes de la soie, en TGV, là qu'on aperçoit ici. L'effet est juste légèrement appuyé, mais la réalité est quasiment rendue dans sa vérité, là, dans cette image. C'est la nuit blanche d'une marche forcée vers un futur complètement déshumanisé et complètement tourné vers une course en avant sans trop savoir où ça allait, ou en tout cas ça va les mener dans ce pays qui aujourd'hui recense plus de 1,3 milliard d'habitants, qui est certainement en termes de croissance et en termes de développement aujourd'hui au niveau des États-Unis, sans qu'on se soit véritablement avoué des deux côtés, j'allais dire. En tout cas, le déploiement de technologies, de construction, de nouvelles villes est spectaculaire, et c'est un peu ça que j'ai voulu rendre. Ici, le TGV passe, et vous apercevez en fond d'image la reproduction à l'échelle 1 du Parthénon, puisqu'il s'agit d'un parc à thème qui est à peine fini, à peine construit, pour attirer une nouvelle population dans une nouvelle ville, la ville de Lanzhou, qui se trouve l'ancienne, qui développe en fait, c'est une ville d'économie ils appellent ça des villes de l'économie mixte ou oui, c'est ça, les zones spéciales de développement. Zones spéciales de développement, voilà, économique exactement. Et là, donc ça permet de voyager dans le monde sans avoir à partir. Voilà, c'est un parc à thème. Mais échelle 1, parce que là il y a un autre bâtiment. À l'échelle 1, absolument. Et donc là, on est dans une espèce de coupe-pied-collé de l'histoire qui est absolument incroyable. Et c'est ce que cette image, en tout cas, j'espère, dit. Voilà. Et c'est toute la folie de ce pays qui s'exprime, je trouve, à travers cette image. Voilà. Et alors, prochaine étape ? Prochaine étape, c'est l'exposition qui, elle, va se mettre à voyager, puisqu'elle part en Chine pour un festival organisé par les Rencontres d'Arles, Chimay Arles Festival, en novembre. Et puis après, on verra comment ça se passe pour la suite. Bienvenue donc dans un monde où les champs de fleurs sont couverts de barbelés lames de rasoir. Merci Philippe Chancel d'avoir fait un détour par nos studios du Passage Brulon. Merci à vous.